Voyage en récit, Louise Guillemot et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, au programme de cette émission, avec vous, Louise Guillemot, un livre intitulé tout simplement Nu, aux éditions Manifeste. Vous êtes doctorante à l'École normale supérieure. On peut citer également que vous êtes à l'origine de différents livres pour enfants, Super Poli à la rescousse, Le Tour de France des découvertes, 12 histoires au fil du temps, des Gaulois au cinéma, chez MAM. On peut citer aussi Odile n'a plus de pile, qui vient tout juste de paraître aux éditions Fleurus. Et je crois également que vous avez publié un roman. Pouvez-vous nous en redonner le titre, tout simplement ? C'était aux éditions Les Petits Platons et ça s'appelle Les véritables aventures d'Homère, premier des poètes. Et toujours aux éditions des Petits Platons, citons Pythagore et la grande évasion des nombres, Parménide et la fille du soleil, et enfin Plotin a disparu. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous appesantir sur ces philosophes publiés chez les Petits Platons. Nous allons partir donc dans ce livre nu, avec une couverture d'une jeune femme dessus, face à une mer. Permettez-moi de commencer justement par un peu de poésie, parce que on peut dire d'emblée qu'il y a à la fois de la prose, de la poésie, il y a différents styles d'écriture, si je puis me permettre, dans cet ouvrage. Et quand vous écrivez ceci, je ne reviendrai plus au palais, je ne reverrai plus le miroir. La tapisserie peut bien tomber en lambeaux. J'irai par les sentiers, les pieds ensanglantés. Je sèmerai mon sang dans chaque buisson de roses, j'irai chaque jour à la source couleur de lune et de soleil où j'ai vu mon amour. Cela m'a fait penser tout simplement à Sensation de Rimbaud, 1870, si vous me permettez de l'énoncer. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Pensiez-vous à ce poème en écrivant ces lignes ? Oh, et ben d'abord merci, je vous remercie, parce que c'est quand même très, très flatteur comme entrée en matière de voir un écho avec Rimbaud. Certainement, je me souviens pas exactement si j'y pensais à ce moment-là, c'est bien possible. Enfin, ce sont des vers qui chantent un peu comme ça au fond de la mémoire, et j'en avais beaucoup. C'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de bribes de Villon qui se promènent un peu de ci de là, de bribes d'autres poètes, parfois voilà une tournure que j'emprunte à l'un ou à l'autre sans vouloir faire effet de citation, et vraiment j'insiste dessus. C'est un livre qui est peut-être plein de références, comme on dit, mais c'est en aucun cas une chasse au trésor, et il n'y a pas besoin d'avoir de sous-texte pour cheminer à l'intérieur, enfin j'espère, et en tout cas c'est ce que je voudrais dire aux lecteurs, lectrices. Voulez-vous dire que le lecteur pourrait passer d'un chapitre à l'autre en sautant, en revenant en arrière? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément à chercher quel est le texte qui a pu inspirer tel ou tel passage, puisque ce que je voulais faire, c'était, voilà, dans un geste, rassembler aussi tout ce qui m'a nourri, tout ce qui a été important pour moi, et je pense qu'en fait, tous ces textes que j'ai lus ont contribué à la manière dont j'écris aujourd'hui, mais j'ai pas voulu faire une sorte de synthèse, je n'ai pas voulu faire une sorte de jeu de pistes pour retrouver même les influences grecques, puisqu'évidemment c'est un livre qui parle beaucoup de Grèce antique, que j'ai voulu assez anachronique par moment. Enfin, ça me dérange pas d'inviter une référence à une chanson moderne, ou de parler de Bérénice de Racine, ou de Radio Londres, ou d'autres échos comme ça qui passent par hasard, puisque Nu, N-U-E-S, alors il y a E-S à la fin. Alors, rien à voir avec Philippe Catherine. Là, on est dans les cieux, chez les nuages, et des nuages qui sont en fait des nuagesses, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur la féminisation des noms. On a beaucoup de possibles pour les nuages. Donc, nuée, comme dans les nuées d'Aristophane, et moi j'ai choisi nu, N-U-E-S, aussi puisque évidemment le nu renvoie à une sorte de canon originel, de modèle à partir duquel, enfin un peu une sorte d'homme de Vitruve, sauf que là j'ai imaginé en quelque sorte la femme de Vitruve, une sorte de prototype nuageux, en essayant de questionner évidemment cette idée de prototype ou de modèle unique, de forme dont découlent toutes les incarnations terrestres des objets, des êtres, et en l'occurrence des femmes. Et donc cette nuée, au départ, cette nue, plane au-dessus du monde des mortels.
Et ce monde des nuages, dit-elle, est bruissant d'un nombre infini de sons, de mots, avec ou sans signification, ou avec peut-être des significations qui n'existent pas encore. Voilà, des mots qui se trouvent comme ça dans l'atmosphère, un peu comme des ondes satellites égarées. Et c'est pour ça qu'on peut entendre se télescoper des évocations du passé, du futur, du présent. Il n'y a pas à reconstituer ça forcément de manière rationnelle, ordonnée. Chronologique. Exactement, mais plutôt, j'espère, à se laisser porter. Alors vous avez évoqué l'esprit qui planait de la nue. Alors ça m'a fait penser évidemment à l'esprit qui planait sur les eaux. Oui. Et à un moment donné, je me suis demandé s'il y avait dans votre livre un écho à la Genèse. Par exemple, quand vous écrivez, évidemment, il y aura des soirs et il y aura des matins. Alors je me suis demandé si chez vous il y avait un attachement à la Genèse pour écrire de cette sorte-là. Le soleil renaît et remeurt, tu es vivante, ton esprit plus délié que jamais, plus calme car ton amour est devenu profond, sous-marin, diffus et embrasse le cosmos. Alors oui, y a-t-il chez vous un attachement à ce texte de la Genèse pour écrire cela ? Vous y pensiez forcément. Vous entrez tout de suite dans le vif du sujet. Oui, bah, évidemment, quand on croise des soirs et des matins, bon, évidemment, on pense à la Genèse. Alors, ce n'est pas le texte fondateur pour moi. Je vous le dis très directement, ce serait beaucoup plus Homère ou la Théogonie d'Hésiode. Oui, et on c'est sent plutôt, bien dans ce livre. Oui, là, et c'est plutôt à ce récit-là de comment on sort du chaos que je m'affronte, enfin modestement. Et mais c'est vrai qu'il y a de la Genèse aussi, puisque ce qui m'intéresse, c'est aussi l'idée de d'émurgie, de fabrication vraiment à partir de rien, entre guillemets, une conception qui n'est pas si fréquente que ça dans les cosmogonies grecques, puisqu'on s'intéresse plutôt à la manière dont l'univers s'est arrangé, a été agencé, qu'à l'idée d'un dieu démiurge, même si on a le Timée, enfin, j'imagine ce dieu qui joue avec des matériaux de boue et d'or. Enfin, je trouve ça très très beau comme image. Donc c'est peut-être ça que ça a pu m'apporter comme autre influence, cette idée de fabrication, de poétique. Et justement, les nuages, pour moi, c'est une sorte de grande pâte à modeler, on va dire. C'est quelque chose qui est intermédiaire dans cette séparation des eaux et de la terre qu'on trouve dans la Genèse. Au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui ne résout pas complètement l'ambiguïté, qui reste un peu agrégé, qui est le nuage, qui n'est ni matériel ni immatériel, mais autre chose, qui n'est pas vraiment dans cette opposition binaire entre être et néant, qui est une autre matière dont les choses ou les êtres dans lesquels on peut être taillé, et qui pour moi est vraiment le matériau de la fiction, et aussi de la création, mais au sens intellectuel. Moi, c'est ce qui m'intéressait d'explorer, c'était cette idée de création avant tout artistique, avant tout intellectuelle, mais peut-être le monde comme œuvre d'art à ce moment-là. Est-ce que cette nue, justement, est un objet qui vous intéresse, qui vous intrigue, au point de l'imaginer comme pâte à modeler, pour en faire ce que vous souhaitez? Est-ce que il y a une tentation, ce n'est pas le mot exact, mais même une liberté à ce que cet objet qui vous intrigue, qui vous intéresse, sorte de ce que vous aviez imaginé pour lui? Alors, est-ce qu'il peut vous échapper? Je ne pense pas que les personnages échappent aux écrivains. Peut-être que les écrivains échappent aux écrivains. Et ça, c'est une autre question. Mais moi, je crois vraiment à l'idée de création artistique. Je ne crois pas à la mort de l'auteur. Pas du tout. En revanche, je pense qu'on gagne beaucoup à se rendre compte qu'on se laisse traverser par des choses qui sont plus grandes que nous, qui nous échappent, qui sont contradictoires. Et ce qui m'intéressait dans cette idée de nuage, c'était pas du tout la toute-puissance. Au contraire, alors je vais m'expliquer. D'où vient cette histoire de nuage? En fait, ça vient de quelque chose de très précis dans la mythologie grecque. Enfin, dans la mythologie qui est une littérature, en fait. Enfin, dans ce qu'on a de littéraire comme récit mythologique, qui est la question d'Hélène de Troie. C'est une des nouvelles du livre. Enfin, je dis nouvelle parce que c'est à la fois un recueil de nouvelles, romans. Enfin, c'est un mélange entre les deux. Je sais pas comment qualifier au juste, mais c'est les deux à la fois, je pense. Et donc, une de ces nouvelles parle d'Hélène de Troie, qui est aussi Hélène de Sparte. Elle a 2 noms. Et mon auteur, on va dire, avec ce côté très possessif de la doctorante qui fait sa thèse dessus, qui est Euripide, puisque je fais une thèse sur l'Andromaque d'Euripide, tragédien athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, fin 5e siècle.
Euripide raconte l'histoire d'Hélène de Troie. Alors vous savez, Hélène de Troie a été enlevée par Paris, et à cause d'elle, puisque tout le monde l'accuse, à cause d'elle, des milliers de guerriers sont morts sous les remparts de Troie pendant 10 ans. Donc c'est la responsable de tous les maux de la Grèce et de Troie. Et en fait, ça a donné lieu à un débat sophistique. On s'exerce sur la culpabilité ou l'innocence d'Hélène, qui pose aussi beaucoup de questions sur le libre arbitre. Est-ce que elle a choisi de tomber amoureuse de Paris? Est-ce que Donc ça a nourri beaucoup de débats sous forme de plaidoyer judiciaire, sous forme de spéculation sophistique, rhétorique, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et puis il y avait aussi un autre débat sur Hélène, même encore plus troublant, qui est sur la vérité du mythe, à savoir est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? Est-ce qu'Hélène ne serait pas innocente tout simplement parce qu'elle n'est jamais allée à Troie et parce que les dieux ont en fait, enfin des déesses qui avaient une dent contre Paris et contre Troie, auraient fabriqué un nuage à la semblance d'Hélène et l'auraient envoyé à Troie à sa place. Et donc c'est comme ça que ça s'ouvre l'Hélène d'Euripide. Vous avez une princesse grecque, Hélène, qui erre indéfiniment sur le rivage, qui regarde l'horizon et qui espère qu'un jour, donc elle est prisonnière en Égypte, qui espère qu'un jour un grec va accoster, qu'elle va pouvoir dire mais non, la vraie c'est moi. Et je ne suis coupable de rien puisque c'est moi la vraie, et l'autre c'est quelqu'un qui a pris ma place. Et évidemment c'est voué à l'échec parce que même si elle va rentrer chez elle en Grèce, même si dans le monde d'Euripide elle va rétablir la vérité, de toute manière Homère aura le dernier mot puisque l'Iliade existe. Donc c'est quand même troublant ce nuage qui remplace un être vivant. En plus, j'en discutais avec un ami qui m'a fait cette réflexion assez juste, qui m'a dit, mais dans Euripide, Ménélas est censé avoir erré sur les mers pendant 7 ans avec le nuage, et il s'est pas rendu compte que c'était un nuage, quand même. L'ambiance devait s'être refroidie entre eux, ou alors il avait sacrément la berlue. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. En 7 ans, quand même. Donc ça veut dire que c'est pas exactement ce que nous on appelle nuage. C'est pas exactement un fantôme qu'on pourrait traverser comme ça, comme un fantôme d'un manoir écossais. Donc il y a autre chose. Était parfaite, quoi. Exactement. Donc c'est un matériau spécial. Et un matériau qui a vraiment à voir avec le regard porté sur quelqu'un. En fait, on crée une sorte de double nuageux de quelqu'un à la place de la véritable personne. Véritable qui est elle-même mythique. Enfin, ça devient complètement abyssal, cette histoire-là. Et il y a un autre mythe qui est le mythe d'Ixion. Vous savez peut-être pas d'ailleurs, Ixion est un des condamnés des enfers. Donc on a Tantale, on a Sisyphe qui pousse son rocher, puis on a Ixion qui est fixé sur une roue dans les airs. Alors ce malheureux, qu'a-t-il fait? Bon, il l'a pas volé quand même, puisqu'il a été invité par les dieux à banqueter sur l'Olympe, ce qui est pas donné à tout le monde. Non. Et puis il a eu la très bonne idée d'essayer de séduire ou violer, c'est pas très clair, Héra. Zeus, ayant compris son manège, a remplacé Héra par un nuage qui imitait parfaitement Héra. Ixion a séduit ou violé le nuage, et il a ensuite été puni pour son audace, pour son hubris. Il est condamné ad vitam aeternam. Bon, fin de l'histoire du côté d'Ixion. Un schéma assez classique. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le nuage. Parce que le nuage, elle a un nom, elle s'appelle Néphélé, ce qui veut dire nuage, on va pas chercher très loin. Et puis, elle a une postérité, elle a une descendance. Elle donne naissance aux centaures. Donc elle donne naissance à des monstres hybrides qui sont très proches de la Terre, donc c'est une sorte de fiction mais très très féconde et de manière hybride. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de liens entre cette histoire de Néphélé, qui est qui remplace un personnage féminin objet de désir et qui est absolument confondu avec son original, qui a une vie propre, une descendance propre. Et Hélène et son double nuageux avec cette rivalité pour savoir laquelle est la vraie, comme si on se battait qu'il n'y avait pas assez de place pour être à deux entre le réel et l'imaginaire. Voilà le point de départ de cette histoire de nuage. Donc je me suis demandé si cette nuagesse, cette nue pouvait avoir une vie propre. Et j'ai joint ça à d'autres récits d'où viennent les nuages, d'autres récits théogoniques, cosmogoniques. Vous parliez de la Genèse, et je me suis demandé si finalement il n'y avait pas, dans ces nuages, on en trouve des évocations chez des philosophes comme Diogène d'Apollonie ou même Xénophane de Colophon. L'idée que les nuages donnent lieu chez les nuages d'Aristophane aussi à toutes les formes d'imaginaire, les centaures, toutes sortes d'hybrides. Enfin c'est un peu l'origine des formes qu'on invente.
je suis pas passionnée par les questions d'origine en général. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça devient et ce qu'on en fait. Et je me suis demandé si c'était pas une manière de renverser le paradigme éternel de la muse et du poète, en imaginant que la véritable créatrice, en fait, c'est celle qui insuffle. C'est-à-dire la divinité de la muse. C'est une sorte de forme suspendue dans les airs, qui sont à l'origine une création vraiment intellectuelle, vraiment artistique, qui ne s'apparente pas à un enfantement, mais qui est vraiment quelque chose qui sort de l'esprit. Donc, dans votre travail de penser cet ouvrage et de l'écrire, y a-t-il une différence à faire entre la partie intellectuelle, puisque vous avez employé le mot plusieurs fois, je pense ici à la connaissance, par rapport à la partie créatrice? Est-ce que vous aviez, un goût, un penchant, voire un plaisir, plus pour être amené à connaître les histoires dont vous parlez, ou la création de cet ouvrage et le jeu des personnages qu'il compose? Alors, c'est l'histoire d'une nue, Oui. Qui vit 12 vies de 12 femmes grecques. On peut peut-être ici donner les noms, Oui. Néphélé, Écho, Hélène, Arrêté, Agnodis, Idna, Aglaonis, Théano, Diotime, Fantasia, Callirhoé et Corinne. Voilà pour les noms. C'est ça, pour les noms des femmes qu'elle vit, qu'elle est les unes après les autres. Et c'est l'histoire d'une nuage qui un jour se dit tiens, c'est pas mal d'être un prototype, d'être un modèle, d'être une forme, d'être une muse qui inspire les mortels à leur insu, mais si je vivais vraiment. Et donc elle va descendre sur Terre et elle va vivre la vie de 12 femmes grecques pour voir ce que c'est que d'être mortelle. D'où l'idée d'être absolument pas dans la toute puissance, au contraire, puisqu'elle se prête justement à cet exercice d'incarnation. Elle se défait de sa puissance. Exactement. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, cette descente sur Terre, cette incarnation, à laquelle j'ai donné un peu la forme du cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on descend, et puis après, on remonte, et on passe par différents états. Alors les 4 premières, ce sont ce que j'ai appelé, les 3 premières, pardon, je les ai appelées trois mythes, puisqu'on est justement, on a avec Hélène, avec Écho et Néphélé, dans cet entre-deux, on n'existe pas tout à fait, on est encore pris, dans un mythe, on est avant tout le mythe, avant d'être quelqu'un. Je veux dire, avant d'être un être humain, plutôt qu'un individu, c'est pas tellement l'individu qui m'intéresse, mais justement l'humanité. Une humanité pas très individuelle, puisqu'on passe d'une vie à l'autre, on est plus vivant quand on a plusieurs vies à la fois. Vous parlez de la métempsychose. Oui, c'est ça. Et puis je trouvais que c'était intéressant aussi par rapport au fait que les femmes grecques, c'est une citation de Nicole Laureau que j'ai mise au début du livre, on n'a pas, évidemment, elles sont condamnées au silence, donc on peut pas reconstituer de A à Z une vie dans tous ses détails. C'est quelque chose qui est évidemment à déplorer, mais une fois qu'on l'a déploré, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi se réjouir de ce que ça nous indique quelque chose, qui est que peut-être que c'est une autre manière d'appréhender l'existence, de se dire on est aussi fait de fiction et on est aussi fait de la vie des autres, et la force des historiennes qui racontent, qui essaient de retracer la vie dans l'histoire des femmes. Je dis historienne, c'est souvent des femmes, pas que heureusement, mais beaucoup. Donc la force de ces chercheuses, de ces historiennes, c'est de s'appuyer sur les vies des autres aussi, pour reconstituer des vies individuelles. Donc on est plus que des individus, on vit aussi à travers les autres, à travers toutes les femmes d'une époque, et donc c'est aussi mon histoire du cheminement de cette nuage, c'est comment on s'incarne peu à peu. Alors vous avez des nouvelles sur des nuages qui sont toujours un peu entre ciel et terre, Hélène ou Néphélé ou Écho. Ensuite, on a des 3 corps, donc je voulais vraiment parler d'incarnation, puis du corps féminin, qui est certes tout à fait montré dans la statuaire, mais rarement vécu de l'intérieur. Et c'était quelque chose d'important aussi dans le trajet de cette nue. Donc on a la première femme médecin, par exemple, Agnodis. Ou alors Arrêté de Cyrène, qui est une des rares femmes qui a dirigé une école de philosophie, qui prenait le plaisir comme but de la vie, et qui assumait complètement ce choix-là, en lien avec le fondateur Aristippe de Cyrène était un des disciples de Socrate, donc il y avait une longue controverse avec Platon.
Et oui, on se croirait parfois dans le Gorgias. Oui, c'est ça, mais bon, je l'imagine quand même moins sophiste, puisque il y a quelque chose de fort, j'espère aussi dans ce qu'elle dit. Et puis on a ensuite on commence à remonter un peu, on a 3 esprits. On a Diotime, la Diotime du banquet de Platon. Donc on a Théano, la pythagoricienne, puis vous avez une astronome magicienne aussi échappée des plaines de Thessalie. Et puis pour répondre à votre question, puis c'est là que je voulais en venir, on a une dernière catégorie qui sont 3 artistes. Et donc pour vous répondre, les artistes et les intellectuels, le philosophe, penseuses sont distingués, et vous voyez de quel côté la balance penche pour moi, enfin plutôt s'élève, puisqu'on est peut-être un peu plus léger, enfin on regagne un peu les nuages. Donc j'ai voulu mettre les artistes en dernier, puisque je pense que c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Alors, puisque vous parlez... Sans vexer les philosophes. Non, mais vous avez parlé beaucoup évidemment de ces personnages féminins, et puis il y a aussi la présence de l'homme dans ce livre. Oui. Et j'ai une question peut-être de grammaire, mais plutôt de sens, quand vous écrivez, juste après avoir nommé donc tous ces noms-là, sans arrière-pensée, corps et âme. Comme une pierre tombée du ciel qui se jette dans le vide, tout droit, sans penser à ce qui reste, seulement à ce qui se crée. Donc, la partie créatrice. Il fallait bien qu'un jour on se retourne sur elle et qu'on se demande « Quelle est cette étrangère qui n'est pas d'ici ?» Un regard d'homme qui tout arrête. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que vous vouliez indiquer ou quel fait historique vous vouliez mentionner par ce regard d'homme qui peut ou qui par obligation ou qui par nature arrête tout? Oui, là c'est vous parlez de la confrontation en fait avec Pindare, puisque Corinne, donc la dernière de la liste, c'est une poétesse dont on a gardé quelques fragments, pas grand chose malheureusement. Je parlais du paradigme éternel du poète et de la muse, qui est celui qu'on voit absolument partout, mais ce qui est aussi important de souligner, et j'ai essayé de le mettre en avant à la fin de ce parcours, c'est qu'on a des poétesses grecques et on n'a pas que Sappho. C'est pour ça que j'ai pas mis Sappho aussi. Et donc Corinne avait une sorte, apparemment, de relation d'émulation et ou de rivalité avec Pindare. Et à un moment, ce que je voulais dire, c'est que ce parcours de la muse, qui a l'air formidable, puisqu'elle va partout, elle expérimente tout, c'est la première médecin, c'est une poétesse, c'est une philosophesse, la première peintre, etc. Elle a tout pouvoir. Et je voulais pas non plus donner l'impression que disons que ça allait comme sur des roulettes, si vous me passez l'expression. Et à un moment, ça marche plus, puisque elle se heurte à quelque chose qui est que ce n'est pas comme ça que les choses ont pu librement se passer. Et je me suis autorisé l'espace d'un livre pour imaginer en fait comment on pourrait raconter autrement dans cette Grèce qui est très important pour moi, puisque c'est mon sujet de recherche, et en fait c'est mon matériau premier d'imaginaire. C'est à partir de là que je puise souvent les sujets que j'ai envie d'écrire. Et cette Grèce qui est évidemment une Grèce très très masculine et qui est vue de manière évidemment occidentale, je le précise, comme s'il en était besoin, mais malheureusement il en est besoin parfois contre les gens qui pensent que c'est l'origine de tout. Donc une origine de la pensée occidentale, de la philosophie, de une grande partie de l'histoire de l'art occidental et de nos conceptions modernes, peut-être de l'abstraction. Tout ça est hérité, transformé, mais vient à peu près de là. Et je me suis dit, est-ce que on pourrait pas opérer une sorte de décalage et imaginer une origine féminine de ces concepts qui nous paraissent universels, de raison, d'abstraction, etc. Alors ça veut pas dire du tout renoncer à la raison, renoncer à l'abstraction, enfin c'est certainement pas mon propos, je suis pas du tout là-dedans, mais on va dire ne pas avoir un universel aussi masculin. C'est donc changer de regard. Oui, c'est ça. Imaginer d'autres protagonistes, enfin imaginer ou les redécouvrir, et raconter l'histoire dans un autre sens. Puisque évidemment toutes nos idées d'universel, d'abstrait, etc. se sont construites à partir de conceptions anthropologiques grecques, masculines, d'un homme libre, enfin non esclave, etc. Et imaginons ce que serait une conception qui aurait pour prototype une femme
est un être humain avant d'être un individu, et qui d'ailleurs se prête, est susceptible aussi de devenir esclave à un moment du livre. Donc est-ce que ça pourrait aussi donner quelque chose d'au moins aussi vaste? Moi, je pense que oui. Alors puisque vous parlez de vaste justement, vous prenez la peine à la toute fin évidemment de l'ouvrage de poser cette question: les hommes savent-ils ce qu'ils font? Alors peut-être dans cette minute qui nous reste, il n'y aura peut-être pas trop le temps de donner réponse à cette question, qui peut-être doit demeurer ouverte, mais pourquoi prendre la peine de l'indiquer à la toute fin de l'ouvrage seulement, et pas forcément au début? Parce que c'est le rapport avec Corinne, et donc sans divulgacher, à un moment, donc à la fin, la nuagesse revenue dans son pays des nuages s'interroge sur ce que va chanter Pindare, qui est celui dont l'œuvre nous est la plus entièrement conservée des deux. Et on se demande ce qu'on garde, et elle dit oui, on garde Pindare, et on n'en retranche rien, même, enfin, on garde tout de ce qui, de la manière dont l'histoire s'est écrite, comme elle s'est écrite. On y ajoute des choses, on la transforme, mais on n'en retranche rien. Et alors, les hommes savent-ils ce qu'ils font? Oui, certainement, mais on est aussi pris dans tellement de contradictions, tellement d'ignorance ou d'aveuglement propre à une époque ou à l'autre, que on est toujours porté à être un peu plus orgueilleux et à penser qu'on a découvert la lumière par rapport à ce qui précède ou ce qui suit. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que l'histoire est toujours en train de s'écrire, et c'est une belle chose. Donc c'est pour ça qu'elle pose une question un peu ouverte, hein, qui est voilà, à la fois Pindare est celui qui l'a fait repartir, qui la chasse en quelque sorte, mais en même temps elle est certainement quelque part dans la poésie de Pindare. Donc le sait-il ou ne le sait-il pas? Je pense pas qu'on ait vécu toute l'histoire de la pensée, toute l'histoire de l'art, sans qu'il y ait des femmes dedans, même si on ne voulait pas le savoir. Alors puisque vous avez parlé de lumière à l'instant, permettez-moi cette toute dernière question. Comme la lumière nous vient en général de l'astre solaire, donc du ciel, et que vous placez votre personnage dans cette nue aérienne, est-ce que justement la lumière des 3 lieux que vous citez où vous avez écrit ce livre vous marque, et les différences de lumière entre Menton, Paris et Pise, au point de les indiquer? Ce sont des lieux chers pour vous? Oui, je l'ai indiqué parce que pour moi les livres témoignent aussi d'une période que j'ai vécue au moment où je les écrivais. Ça me prouve peut-être un peu que je l'ai vécu, puisqu'il y a un livre qui en reste. Et Menton, Paris, Pise, oui, c'est un moment où je n'étais pas, j'étais beaucoup en train de me déplacer entre l'un et l'autre, et ça avait une signification personnelle très grande, puisque certainement que c'était aussi lié à la mort, en fait. C'est pour ça que j'étais éloignée de chez moi à ce moment-là, de mon grand-père, et puis c'est aussi quelque chose qui se lit certainement dans certaines nouvelles. Je pense à Théano. Alors après, ce sont des choses assez personnelles dont j'ai pas forcément l'habitude de parler comme ça, mais bien sûr que la lumière est importante, la Méditerranée l'est, puisque j'en ai toujours été très proche, et j'aime beaucoup cette mer qui relie toutes les rives, et qui défie aussi complètement l'idée de civilisations séparées les unes des autres, qui empêche qu'on fasse de la Grèce l'apanage de l'Occident, qui est une sorte de perpétuelle continuité et changement à la fois. Et voilà, j'ai écrit beaucoup depuis Menton, d'où je voyais à l'horizon un peu la Corse, parfois, par beau temps. Et ça donne l'impression que voilà, ceux qui ont navigué naviguent toujours à l'horizon, et juste on ne voit pas assez loin. Donc tout est, comme dirait Parménide, l'ami Parménide. Et puis Pise, parce que il y a peu d'endroits aussi beaux, et qui donnent l'impression d'être géométriquement dessinés. Donc c'est un peu voilà, une ville qui est une sorte de ville dessin d'architecte pour moi. Et donc cette idée à la fois d'architecture et de mer, conjuguer les deux, était importante. Merci beaucoup Louise Guillemot.
Merci à vous, Geoffroy Scribe, pour votre invitation.